Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui on vient tester un casque pas forcément fraîchement sorti, mais que vous avez été nombreux à me demander en test au passage au lab. Et il s'agit du HTC Vive Cosmos qui m'a été généreusement prêté par l'équipe de OneAdev Studio que je tiens particulièrement à remercier. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de matos dans la boîte, donc ça mérite bien un petit unboxing pour expliquer un petit peu tout ce qu'on y trouve. Le casque se présente comme ceci, on retrouve dessus 6 caméras, non pas 4 ni 5 mais bien 6 caméras, 2 verticales ici, 2 horizontales juste là et là. Donc les verticales on voit qu'elles sont inclinées légèrement vers le haut, ce qui devrait augmenter l'angle de détection des mouvements des contrôleurs, mais pour l'augmenter encore un peu plus, on en trouve également 2 de chaque côté. À droite, on a une petite molette qui, en venant la faire tourner comme ceci, va permettre de régler la position des lentilles pile en face de vos deux yeux, le réglage de l'intervalle pupillaire. En dessous, on retrouve un cache-nez, mais aussi l'emplacement du micro, qu'on testera juste après. Et la sangle est équipée d'écouteurs qu'on peut venir régler en position verticale. Visiblement, on est sur la même technologie ou équivalente à ce qu'on pouvait trouver sur la AudioStrap Deluxe, donc la sangle audio du HTC Vive d'origine. La petite roue à l'arrière du casque va nous permettre de serrer ou desserrer la sangle qu'on pourra aussi également serrer ou desserrer sur le dessus du crâne grâce à ce petit velcro. À l'intérieur, on va trouver des lentilles de type Fresnel, donc toujours ces lentilles avec ces fameuses auréoles. La protection faciale, c'est du classique avec une mousse. Bien évidemment, vous pouvez décrocher cette interface faciale pour pouvoir la détacher et puis la laver par exemple. À l'intérieur, on trouve également notre petit capteur de présence qui va permettre de détecter ou non automatiquement la sortie de mise en veille du casque. Le câble à la sortie du casque est visiblement un port propriétaire qui va venir se brancher sur un petit boîtier, celui-ci qui n'est pas sans rappeler le HTC Vive original avec l'emplacement du port juste là. Et à la sortie derrière, ce qui va venir se relier à l'ordinateur, on y trouvera du DisplayPort, de l'USB, mais aussi une alimentation à venir brancher sur une prise électrique. Les contrôleurs se présentent sous cette forme. Première remarque, ils sont assez massifs, assez originaux avec ici leur modèle lumineux qui va permettre aux caméras portées sur le casque de positionner les contrôleurs dans l'espace. En termes de modèle de boutons, on est très proche de ce qui se fait sur un Oculus Touch par exemple, avec un petit stick, 2 boutons et un petit bouton de menu. L'une des particularités des contrôleurs est d'avoir 2 gâchettes à l'arrière de chaque contrôleur. On retrouve également un petit bouton de grip ici pour avoir la position main fermée ou pas sur le côté du contrôleur. Et enfin, à l'arrière du contrôleur, la petite trappe pour pouvoir y mettre nos jeux de piles. On a 2 piles de type AA par contrôleur. Et donc sans plus attendre, je vous propose d'aller tester tout ça dans le laboratoire. Et tac, me voici dans mon laboratoire. Et comme d'habitude, on commence par un petit test de fréquence. Alors, le test de fréquence, il va être très court, hein. C'était simplement pour vous dire que ici, on est à 90 images par seconde dans ce casque de réalité virtuelle. Et donc, on se trouve au niveau de la plupart des casques de réalité virtuelle intermédiaires. C'est mieux qu'un Quest 1, c'est moins bien qu'un Valve Index ou que d'autres casques de réalité virtuelle. Sur ce critère-là, on est tout à fait dans la norme. L'un des tests très attendus, la perception de la netteté à distance dans la profondeur. C'est vraiment le critère qui me permet personnellement de différencier les casques, toujours en les comparant avec ce petit test où on va aller positionner une lettre complètement aléatoire à une certaine distance. Et à chaque fois, là par exemple j'ai un F, je vais aller devoir sélectionner ici la bonne réponse dans 4 réponses proposées aléatoirement. Tout ça me donne un score. Je pousse les distances de plus en plus loin et dès que je ne parviens plus à atteindre la moyenne dans mes réponses, je considère que j'ai atteint la distance maximum de lecture. Et si je m'arrête juste ici, c'est parce que j'ai fait le test déjà plusieurs fois avant et je suis très exactement à 40 mètres de distance. Bon, concrètement, 40 mètres de distance, c'est l'équivalent de ce qu'on va trouver sur un Valve Index ou encore sur un Rift S. Ce qui est tout à fait logique puisque on est très proche de la définition de ces deux casques-là. On est sur du 2880 pixels par 1700 pixels alors qu'on était sur du 2880 pixels par 1600 pixels. Donc c'est tout à fait cohérent comme résultat. On peut vraiment considérer que ce casque est comparable aux deux que je viens de citer. Allez, je sors de ce test-là, je reviens dans le laboratoire pour basculer dans un autre test. On va rester sur la vue et aller tester les couleurs. Donc sur les couleurs, j'ai toujours mes jauges de RGB et avec ces différentes teintes par rapport à la teinte
original, je vais regarder à quel moment mes couleurs se séparent. L'objectif étant de pouvoir comparer les casques sur leur capacité à différencier les différentes plages de couleurs, en afficher un maximum. Et donc ici je ne vais pas faire dans le phototeasing, j'obtiens vraiment de très bons résultats sur ce casque là. Je trouve que les couleurs sont très bien rendues, ça se voit d'ailleurs à l'intérieur du casque, et on n'a pas vraiment de dérive perceptible, si ce n'est des verts peut-être un poil flashy, mais je trouve que globalement les couleurs dans ce casque sont très bien rendues, elles sont très agréables à regarder. On bascule au niveau des contrastes, et là par contre on est beaucoup moins bien. Je m'arrête à partir du moment où je n'arrive plus à percevoir la plaque noire versus le fond qui est complètement noir, et j'arrive à peu près à une note de 31, 32. On n'est clairement pas dans ce qui se fait de mieux. Je rappelle qu'on est sur des dalles LCD et non OLED, donc c'est incomparable par rapport à un Quest 1 par exemple. Mais malgré tout, on se rend compte aussi avec ce résultat qu'on n'est pas sur le haut du niveau par rapport à ce qu'on a déjà pu tester auparavant. Un petit test sur la performance, je regarde mon rond rouge et je démarre le test qui va me permettre de tester toujours cette même séquence qui va fortement solliciter les performances du casque de la même manière, toujours en suivant ce petit point rouge et donc en appliquant à chaque test les mêmes mouvements de la tête. Ici, comme vous pouvez le voir, bon, le test dure 1 minute, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout, je l'ai déjà fait plusieurs fois. À chaque fois, j'obtiens le même résultat. Je suis à environ 37-38 images par seconde dans ce test. Je descends même à 36. C'est pas terrible et ça semble montrer que le casque semble bizarrement assez gourmand, en tout cas dans cette séquence, par rapport à d'autres casques de réalité virtuelle, où j'arrive certaines fois à atteindre jusqu'à les 70 voire 80 images par seconde. Ah, j'en fous du bordel moi dans mon laboratoire. Allez, hop, on bascule sur le test de la qualité des lentilles. Et donc ce qu'on va tout de suite observer, c'est ce qu'on appelle le lens glare, savoir si les couleurs ont tendance à fuiter à travers les lentilles, ce qui est régulièrement le cas avec cette technologie de lentilles Fresnel, où vous savez on a ces fameuses auréoles. Ici la question est donc de savoir si j'ai un espèce de reflet de mes zones lumineuses à travers les lentilles. Et ça, pour le coup, c'est un vrai point fort. On verra que les lentilles n'ont pas que des points forts, malheureusement. Le lens glare semble plutôt bien traité. Je dirais même qu'il n'est très peu visible, en tout cas pas sur la partie principale des lentilles. On a une diffusion légère de lumière sur les extrémités des lentilles, mais au centre, s'il y a bien sûr un léger reflet de la lumière, ça reste tout à fait mineur et peut-être dans ce qui se fait de mieux d'ailleurs par rapport aux autres casques de réalité virtuelle. Après, il faut bien rappeler qu'on a visiblement peu de contraste, ce que j'évoquais tout à l'heure, et donc ça peut peut-être justifier un lens glare mieux traité. Je me retourne comme d'habitude, désolé d'être mal poli, et donc je fais mon test de netteté des lentilles. Alors pour ça, je vais me rapprocher un peu de mon mur de texte ici, je vais vraiment à chaque fois me concentrer à faire tenir tous les cercles de texte dans l'intégralité de mon champ de vision pour pouvoir comparer les différents casques, et ensuite je compte le nombre de lignes qui sont floues jusqu'à arriver aux lignes nettes. Et c'est là qu'on a un gros défaut sur ce casque, c'est-à-dire que si ici je compte, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je dirais presque 11 lignes de texte avant de retrouver quelque chose d'assez net. À titre de comparaison, même sur un Pimax au champ extra large, j'étais qu'à 9 lignes qui étaient pas vraiment nettes. Sur un Quest, au-delà de 5, ça devient très net. Donc ici, on voit bien qu'on va avoir ce qu'on appelle un sweet spot, une sensibilité des lentilles dès lors qu'on sort du centre de la vue, pas terrible par rapport à d'autres casques de réalité virtuelle. Alors vous allez peut-être me dire que c'est peut-être lié à un champ de vision qui pourrait être plus large que d'autres casques de réalité virtuelle. On va tester ça tout de suite. Je vais immédiatement écarter mes points rouges horizontaux pour mesurer le champ de vision horizontal. Dès lors que les points rouges sortent de mon champ de vision, que je les vois plus, je m'arrête et je considère que j'ai mesuré mon champ de vision horizontal. Et donc je suis à 88, voilà, je suis vraiment à la limite, je les distingue très légèrement sur les côtés, je suis à 88 de champ de vision horizontal. C'est clairement pas dans ce qui se fait de mieux, on mesure tout de suite le champ de vision vertical, et là j'atteins, allez, on va dire 90. Donc 88 avant de voir disparaître mon champ de vision horizontal, 90 au moment où il disparaît à la verticale. C'est vraiment pas génial pour un casque de ce prix-là. Allez, je colle mes écouteurs sur mes oreilles et comme d'habitude, je vais tester le positionnement audio du son de mon sabre laser qui est représenté ici par cette colonne. Et donc ce que je peux observer, c'est que j'ai une bonne spatialisation du son, hein. Je perçois assez bien quand je tourne comme ça
que le son tourne tout autour de moi, j'ai une très bonne perception à l'arrière, donc un son très spatialisé, ça c'est plutôt agréable. D'un point de vue qualité audio, je dirais que, bon là c'est pas sur ce test là que je vais tester, mais je dirais que le son tire quand même pas mal sur les médiums, il manque un petit peu de profondeur, c'est pas dans ce qui se fait de mieux, clairement on n'est pas au niveau pour moi d'un Valve Index, pour ce qui est rendu sonore, mais c'est quand même malgré tout dans ce qui se fait aujourd'hui de mieux en son natif sur un casque de réalité virtuelle. L'un des points forts de cette solution là, déjà c'est qu'elle est interchangeable si elle vous plaît pas, mais au-delà de ça, c'est aussi que les écouteurs masquent assez bien les oreilles et donc vont vous isoler assez bien des sons extérieurs, ce qui n'est pas forcément le cas des solutions que j'ai citées précédemment. Allez, je file immédiatement dans Tiltbrush pour ma célèbre chorégraphie, le test de tracking. Donc pour cela, je prends mon petit pinceau et en regardant toujours en face de moi, je vais faire des cercles sur les côtés. L'objectif étant de savoir si mes cercles sont justes ou non. Vous le voyez ici, très bonne représentation du cercle. Je pense que la petite caméra qui est sur le côté est très appréciable pour avoir un bon tracking, une bonne détection du mouvement du contrôleur sur la droite. Sur la gauche aussi, ça marche bien évidemment. Allez, on va changer de couleur pour faire le test de haut en bas. Donc on dessine de haut en bas. Je vais même essayer d'aller chercher le plus loin possible derrière la tête sur ce mouvement là pour voir ce que ça donne et voir si même quand il ne détecte pas avec les caméras ça fonctionne bien. Et oui, ça fonctionne très bien comme vous pouvez le voir ici. On va se mettre en rose et on va faire le petit mouvement horizontal qui passe de gauche à droite. Oh, vous l'avez vu, on a comme d'habitude avec ces technologies qui détectent les mouvements des contrôleurs via les caméras en façade, quelques zones mortes et on peut tout de suite le voir. En plus ici l'accéléromètre marche pas des masses et vous avez vu j'ai carrément bloqué, je n'arrive même pas à tirer le contrôleur de l'autre côté. C'est l'un des gros défauts de ce casque. En termes de tracking, il est assez bien adapté dès lors qu'on va rentrer dans le champ de vision assez large des caméras, mais j'ai trouvé que dès qu'on faisait des mouvements un petit peu étranges avec les contrôleurs, ils décrochent complètement, ils ont du mal à interpréter les mouvements qu'ils ne détectent plus. Là ici, j'ai vraiment du mal à obtenir le mouvement que je souhaitais. Ma petite auréole au-dessus de la tête, qu'est-ce que ça donne? Avec ma caméra, ça devrait pas être trop mal, la caméra qui est au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est assez bien. Si je devais donc parler du tracking, je dirais que globalement, il est assez précis. Plus précis, je trouve, que les casques Windows Mixed Reality. Mais je l'ai trouvé quand même un cran moins bon, que ce soit en termes de latence ou en termes de précision, qu'un Oculus Rift S par exemple, ou un Oculus Quest 2. Et en jeu justement, on notera plusieurs points. Alors le premier, c'est que les contrôleurs sont quand même assez lourds. Je les ai pesés, regardez sur la balance. On est sur les contrôleurs chargés avec les piles les plus lourds du marché, en tout cas de ceux que j'ai pu tester. Donc ça, c'est pas forcément un bon point pour les sessions longues, même si je dois reconnaître qu'ils se tiennent quand même relativement bien en main. Petit défaut par contre par rapport à cette technologie produite par HTC, j'ai l'impression qu'ils ont revu tous leurs pilotes spécifiquement pour le Cosmo et donc on n'a pas forcément de rétrocompatibilité complète avec un HTC Vive. Par exemple pour le laboratoire, j'ai dû recompiler pas mal de choses et j'ai remarqué que dans certains jeux, le support de certaines fonctionnalités n'était pas au rendez-vous. En jeu, globalement, ça fait plutôt bien l'affaire. Dans les jeux de rythme, on arrive à tenir quelque chose de cohérent. Alors comme je le disais, les contrôleurs souffrent parfois un peu de latence. Et donc pour la compétition, ça risque d'être un peu compliqué ou pour les très hauts niveaux. Mais globalement, on arrive quand même plutôt bien à s'en sortir. Un peu comme pour les casques Windows MR, la latence est clairement perceptible dans des jeux de boxe style The Thrill of a Fight, où là, clairement, c'est très compliqué de jouer dans de très bonnes conditions à niveau élevé. Dans les jeux de tir et compagnie, on retrouvera les principaux défauts de la technologie à base de caméras qui détectent en façade la position des contrôleurs. Dès qu'on va approcher un peu un gun pour viser, ça risque d'être un peu compliqué, mais sinon, globalement, ça fait quand même très bien l'affaire. Ce que je regrette personnellement, c'est que des fois, les contrôleurs partent vraiment en vrille et mettent un petit temps de latence avant de se remettre à leur bonne position. Et ça, des fois, dans certaines séquences de jeu, ça ne pardonne pas, c'est un peu ennuyeux. Côté pile, après 7-8 heures de jeu, j'arrivais visiblement au bout de l'autonomie des contrôleurs. Donc on est sur une autonomie correcte, bon même s'il faut quand même 2 piles dans chaque contrôleur. J'en parlais tout à l'heure et il semble effectivement qu'il y ait quand même un petit souci d'optimisation, en tout cas dans certains jeux. Je l'avais remarqué dans mon laboratoire et ici vous voyez qu'entre les fréquences d'affichage via le Vive Cosmos versus un Valve Index à 90 images par seconde pour pouvoir comparer les deux, à définition globalement équivalente, et on a quand même un Cosmo qui semble tirer un petit peu plus sur la carte graphique. Un peu comme Oculus ou comme Windows MR, vous aurez ici une interface propre au casque Vive. Vous serez donc accueilli dans Origin. Ça va vous nécessiter pas mal d'installations en amont de la préparation de votre casque. Mais une fois que c'est fait, on se retrouve dans un environnement plutôt sympa, mais
qui honnêtement ne sert pas à grand chose. Enfin, souvent finalement on va se retrouver dans Steam, on va pas se mentir. En termes de facilité d'utilisation, alors c'est vrai qu'il est plutôt simple, ça c'est plutôt agréable. Contrairement à un casque Windows MR, on peut très facilement configurer sa zone de jeu comme un Oculus Rift S ou comme un Oculus Quest. Directement à l'intérieur du casque, on va pouvoir tracer sa zone de jeu. Par contre, ce qui casse un petit peu le côté facile d'installation, c'est qu'on l'a vu, dans les branchements, on a une prise électrique. Bon bah si on est à côté d'une prise électrique, c'est pas trop gênant, mais si par exemple on est sur un ordinateur portable, bah, ça nous oblige à doublonner, ou en tout cas ça fait toujours un branchement supplémentaire. On aurait préféré qu'il ne fonctionne qu'en USB et en DisplayPort. Et donc je mets le casque sur la tête et je parle à l'intérieur de son micro. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je ne le trouve pas génial. Je trouve le son assez étouffé. Bref, je n'ai pas l'impression que ce soit l'un des points forts de ce casque. Voilà donc que penser de ce Vive Cosmos? Eh bien que pour moi c'est un casque qui est loin d'être parfait. Il présente quelques qualités, comme on l'a vu tout à l'heure, peu de lens glare par exemple. On est sur des technologies inside out. Donc c'est-à-dire des captations de mouvement tout détectées à travers les caméras, on n'a pas besoin de capteurs externes comme dans une technologie SteamVR, donc on est plus proche d'un Rift S ou d'un Quest à ce niveau-là. On a un tracking plutôt bon pour couvrir grâce à ces 6 caméras pas mal de champs de vision, mais parfois déconnant, parfois perturbé par quelques mouvements, et j'en ai pas forcément parlé précédemment, mais dans l'environnement où je tourne, ici là je suis vraiment sur un fond vert assez uni, j'ai jamais eu trop de problèmes avec les autres casques qui doivent détecter les zones d'ombre, les angles, etc., et donc arriver à s'en sortir avec. Ici j'ai eu très souvent des messages qui me disaient que soit la zone n'était pas assez exposée, soit surexposée, soit il n'y avait pas assez de détails dans la zone, et donc pas mal de pertes de détection de mouvement dans la position dans l'espace à cause de ça. Côté confort, vous pouvez le voir, le casque présente quelques fonctionnalités comme le fait de relever sa visière qui est plutôt sympa. On a un bouton également sur le côté qui permet de basculer du monde réel au monde en réalité virtuelle assez facilement, de l'un à l'autre et inversement. Le confort est assez bien au rendez-vous, j'ai trouvé la sangle assez agréable. Les contrôleurs se prennent plutôt bien en main, ils sont un poil lourd, plus lourd que ceux des Oculus Quest, donc ça peut peut-être venir perturber un petit peu, fatiguer un petit peu pendant des sessions longues. Malgré tout, ils font plutôt bien l'affaire. J'ai trouvé qu'au niveau des positionnements des boutons, on était sur quelque chose de cohérent par rapport aux autres solutions du marché. Ce que je reprocherais fortement au casque, pour moi, 2 gros inconvénients, c'est son sweet spot. J'ai trouvé que vraiment dès qu'on écartait les yeux du centre des lentilles, tout de suite ça part en flou, ça part en dérive, et ça c'est très dommage. Alors ça part pas en aberration chromatique, mais vraiment ça part sur quelque chose de très peu net. L'autre inconvénient du casque, c'est quand même son champ de vision assez faible. On est dans les plus bas du marché, et ça c'est assez perturbant du fait qu'en plus on peut pas vraiment régler la profondeur des lentilles, donc on se sent un petit peu à l'étroit. Voilà, compte tenu de son alignement tarifaire, 800 € en tarif officiel encore aujourd'hui, alors on le trouve des fois un peu moins avec certaines offres, eh bien honnêtement et en toute franchise, j'aurais beaucoup de mal à vous recommander ce casque. Clairement, on a des casques comme le HP Reverb G2, qui là pour le coup comble pour moi le problème de champ de vision et améliore quand même grandement la netteté, donc ça vaut le coup d'investir un peu plus. Et puis sinon, si vous voulez vraiment quelque chose de pas cher pour jouer sur PC avec une qualité très proche de ce casque-là, autant partir sur un Quest 2 ou sur un Rift S. Ils sont quand même beaucoup moins chers et vous aurez quand même pas mal d'exclusivités que vous n'avez pas sur ce casque là. Bon, à condition bien sûr toujours d'accepter de filer ces données à Facebook bien évidemment. Et donc voilà pour ce test du Vive Cosmos, j'espère que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de ce test. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.